Bonjour à tous et bienvenue sur cette première expérience de cours par vidéo. Je vais essayer de vous faire le cours que j'avais prévu sur les encyclopédies, en particulier sur Wikipédia et le fait est-ce qu'elle est une bonne encyclopédie ou pas. Alors ce sera comme en cours. Vous avez normalement récupéré sur École Directe ce document-là, avec une première partie qui est un texte à trous et une deuxième partie qui est un tableau. Donc la première partie, c'est un petit texte sur l'histoire des encyclopédies, et la deuxième partie, c'est un comparatif entre Wikipédia et une encyclopédie que le CDI a en papier qui s'appelle Universalis. Voilà, donc vous avez besoin du document à remplir. Je l'ai mis en version Word ou en version LibreOffice sur École Directe. Vous téléchargez celui que vous voulez en fonction des logiciels que vous avez sur votre ordinateur. Vous pouvez remplir directement dans le document numérique ou vous pouvez l'imprimer, remplir à la main ou l'imprimer après avoir rempli dans l'ordi. Vous faites comme vous voulez. L'important, c'est qu'au final, vous ayez votre cours comme si vous étiez venu sur place. Alors, quand vous êtes prêts, c'est parti. Donc, on va parler des encyclopédies. Et est-ce que Wikipédia est une vraie encyclopédie? Donc, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est une encyclopédie avant de pouvoir dire si Wikipédia est une vraie encyclopédie ou pas. De quoi parle-t-on? Une encyclopédie, ça vient du grec, le mot encyclopédie, ankyklos paideia. Ankyklos, en fait, ça veut dire l'ensemble, le tout. Et c'est bien ça le but d'une encyclopédie, c'est d'englober absolument toute la connaissance qu'il est possible d'avoir. Le Larousse, donc un dictionnaire, définit une encyclopédie comme un ouvrage où l'on expose méthodiquement ou alphabétiquement l'ensemble des connaissances universelles. On parle d'une encyclopédie générale comme Wikipédia que vous avez l'habitude d'utiliser. Les encyclopédies spécialisées, c'est un domaine en particulier. Quelle est la différence avec un dictionnaire? Alors, un dictionnaire, en fait, c'est des articles beaucoup plus courts. Un article d'encyclopédie, ça peut durer plusieurs pages, voire plusieurs dizaines de pages. Une entrée égale un mot. Ça veut dire vous cherchez un mot. Bon, j'ai un dictionnaire d'italien sous la main. Je suis chez moi. J'ai pas tous les dictionnaires du CDI. Voilà. Vous avez une entrée égale un mot. C'est-à-dire vous cherchez un mot. Par exemple, je cherche Mistral. Bon, bah voilà, je vais le trouver à la lettre M, I, S, etc. Alors que dans une encyclopédie, si vous cherchez Mistral, par exemple, qui est un vent, vous n'allez pas le trouver forcément à Mistral. Vous allez le trouver à vent. Donc il faut d'abord passer par un index pour que l'index nous dise, voilà, c'est dans tel volume d'encyclopédie, parce que c'est en plein de volumes, plein de livres, c'est dans tel volume, à telle page, dans telle colonne, ce qui n'est pas évident. C'est une autre démarche et c'est une autre façon de chercher. Euh, une entrée égale un mot, et c'est centré sur les mots dans l'usage courant, ça veut dire que le dictionnaire, il va vous apprendre à utiliser ce mot. Donc mon dictionnaire d'espagnol, là, il va vous apprendre des équivalents italien au mot français que vous cherchez, ou inversement, ça va dans les deux sens, et il va vous donner des exemples, des phrases exemples, voilà, tel mot, on l'utilise comme ça, on l'accorde pas. Vous allez aussi avoir d'autres types de dictionnaires qui toujours vous apprennent à utiliser les mots. Dictionnaire des synonymes, donc ça va vous aider à varier votre vocabulaire. Vous avez aussi des dictionnaires étymologiques qui vont vous apprendre d'où viennent les mots, quelle est leur racine, comme j'ai fait avec encyclopédie en vous disant que ça vient du grec ankyklos. Vous avez aussi des dictionnaires spécialisés, donc dans ce cas-là, on va juste parler d'un domaine en particulier. Là, j'ai par exemple un dictionnaire de sciences économiques et sociales qui, forcément, ne va pas vous donner tous les mots, mais va détailler vraiment des notions de sciences économiques et sociales. Donc voilà pour ces exemples de dictionnaires. Alors, les encyclopédies. C'est là que vous pouvez commencer à prendre votre document parce qu'on va attaquer donc, le remplissage de ce petit texte à trous. Voilà. Si vous trouvez que le document Word n'est pas modifiable, vous avez juste à cliquer sur activer la modification en haut à droite si vous êtes sur Word. Et c'est parti, vous écrivez à la place des traits que j'ai laissés. Comme en cours. L'ancêtre de l'encyclopédie est Cyclopédia, publié en 1728. Des intellectuels souhaitent la publier en France et commencent le travail de traduction en 1743. La Cyclopédia, donc c'est pas encyclopédie encore, c'est un ouvrage qui a été écrit par un homme tout seul.
en Angleterre. Et son but, c'était déjà, avant l'encyclopédie, donc de rassembler toute la connaissance de son époque et des domaines qui sont connus à son époque pour rendre le livre accessible au plus de gens possible. Hein, le but de l'encyclopédie, c'est à la fois de tout rassembler et de tout partager. S'il y a qu'un des deux, ça marche pas. Voilà, donc s'ensuit donc l'encyclopédie. En 1750, le projet change de nature. Sous la direction de Diderot et d'Alembert, quelques 200 auteurs rédigent les articles de l'encyclopédie. Donc 200 auteurs qui ont écrit 1, 2, 10, 50 articles, hein, ça dépend. Il y a certains auteurs qui n'ont écrit qu'un article. Diderot, il en a écrit la moitié quasiment à lui tout seul. Voilà, c'est une encyclopédie collaborative, mais c'est encore principalement l'œuvre d'un homme, Diderot. Les petits problèmes d'objectivité. On reproche à Diderot de ne pas être objectif dans certains articles et la publication est interdite en 1759. Il doit publier les derniers tomes en 1765 dans la clandestinité. Qu'est-ce que l'objectivité? L'objectivité, c'est d'être neutre, de ne pas donner son avis. Quand on donne son avis, on n'est pas objectif. Diderot n'avait pas vraiment l'habitude d'être objectif et ne l'a pas été non plus dans les articles de son encyclopédie. C'est ça qui lui a valu des petits soucis et c'est ça qui a fait qu'il a été interdit de publier. Il a critiqué des endroits, voilà, il est allé à Genève, il a trouvé que c'était moche et que les gens étaient pas sympas, il a mis ça comme ça dans l'encyclopédie. Voilà, sauf que c'est pas un guide de voyage, c'est une encyclopédie et il ne s'est pas tenu à son vœu de neutralité. Et ensuite, ce qu'il a fait interdire, c'est qu'il a critiqué la religion et le pape et tout ça. Et quand, en général, on critique le pape, à cette époque-là encore, on risque d'être censuré. Et c'est ce qui lui est arrivé. Voilà, il a critiqué celui qu'il fallait pas critiquer. Donc quand on n'a pas le droit d'imprimer, on le fait quand même, forcément. Hein. Aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Quand on est censuré, on trouve toujours un moyen de contourner. Donc il a réussi à trouver un imprimeur qui a terminé la publication des derniers tomes jusqu'en 1765. Donc une fois terminé, ça donne ça, voilà, c'est plus d'une vingtaine de tomes en tout, de ce dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, qu'est l'encyclopédie. Encyclopédie, c'est devenu un nom commun beaucoup plus tard, au XIXe siècle. À l'époque, on considérait encore que l'encyclopédie c'était le titre, mais que c'était un dictionnaire. On n'avait pas encore fait bien le distinguo entre dictionnaire et encyclopédie. Paragraphe suivant dans notre texte, donc là on arrive sur la naissance de la première encyclopédie en ligne collaborative. C'est en 2000 que naît la première encyclopédie en ligne collaborative, Nupédia. Vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, parce qu'en fait, elle est née, elle a disparu un petit peu dans l'anonymat total. Nupédia n'a jamais été vraiment connue. Pour y publier un article, il faut l'envoyer à un comité scientifique, qui le valide ou non. La plupart du temps, c'est ou non. Tout le monde peut y participer, mais c'est contraignant. En 2003, à sa fermeture, il n'y a que 25 articles en ligne. En 3 ans, ils ont pondu 25 articles. Enfin, c'est pas qu'ils ont fait que 25 articles, c'est qu'ils n'ont accepté que 25 articles sur les centaines qu'ils avaient reçus. Comme ça n'allait pas assez vite, ils n'avaient pas le temps de lire tous les articles au fur et à mesure, en parallèle, ils avaient mis en place un fork, c'est-à-dire un site secondaire. Donc Wikipédia est au départ un fork de Nupedia, basé sur le système de Wiki. Le but, c'était de recueillir plus facilement les articles envoyés par les contributeurs. Et Nupedia était tellement pas pratique, et Wikipédia tellement pratique, que on a gardé que Wikipédia. Au final, en 2003, à la fermeture de Nupedia, c'est Wikipédia qui devient l'encyclopédie principale et qui est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire l'encyclopédie en ligne collaborative la plus connue et la plus grosse qui ait jamais existé. Deux modèles d'encyclopédie sont aujourd'hui en concurrence en France. En gros, les payants, les pas payants. Vous avez Wikipédia et Universalis, qui existent toujours. Hein. Moi, j'en ai une version papier. Cette dernière a été créée en 1968 et n'existe plus qu'en version numérique depuis 2012.
Ça ne veut pas dire donc qu'elle a disparu, ça veut dire que le modèle que moi j'ai au CDI, qui sont les deux étagères d'énormes livres blancs que vous pouvez voir en dessous des dictionnaires, que vous n'utilisez jamais, eh bien ça c'est l'Encyclopédie Universaliste dans sa version de 1995. Donc quand le confinement sera terminé, vous pourrez retourner au CDI pour la feuilleter, pour voir un petit peu comment ça marche. C'est plus une relique du passé qu'un outil de travail vraiment, mais c'est intéressant de la garder quand même. Nous allons passer donc au débat, c'est-à-dire le tableau que vous avez par la suite. À chaque fois, ma diapo sera découpée comme ceci. Universalis à gauche, donc à gauche et en bleu dans votre tableau, et Wikipédia à droite, en jaune, et à droite dans votre tableau. Donc vous vous mettez dedans et vous complétez au fur et à mesure ce que je vais vous mettre sur les diapos. Donc notre duel, là pour le moment vous n'écrivez pas, c'est entre le modèle payant d'Universalis et le modèle gratuit. Universalis rédigé par des spécialistes, mais uniquement en français, c'est une encyclopédie rédigée en français. Et Wikipédia qui est rédigé par un peu tout le monde, donc ça peut être des spécialistes ou ça peut être vous et moi, c'est-à-dire un peu n'importe qui, dans 280 langues. Tous les articles n'étant pas dans les 280 langues, mais bon, peu importe. Alors, on va attaquer le comparatif avec le premier critère. On en a 5 en tout, 5 critères. Ces 5 critères-là, c'est d'abord la connaissance, la somme de connaissances qu'on met dedans. Laquelle, entre Universalis et Wikipédia, contient le plus de choses, pour résumer. Deuxième, ce sera sur la diffusion. Je vous rappelle, une encyclopédie, c'est fait pour accumuler de la connaissance, ça c'est le premier critère, et ensuite, pour diffuser la connaissance. Si on accumule tout mais qu'on ne partage pas, ça ne sert à rien. Troisièmement, ce sera sur la qualité des articles. Qu'est-ce qui fait qu'un article est bon ou pas? Et est-ce que Universalis et Wikipédia respectent ce critère-là? Quatrièmement, on va parler des mises à jour. Comment est-ce qu'on peut mettre à jour un livre? Comment est-ce qu'on met à jour un site? Et cinquièmement, l'objectivité, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a valu à Diderot une censure de son encyclopédie. Alors, toute la connaissance, puisque c'est le but des encyclopédies, laquelle des deux s'en rapproche le plus? Nous avons dans Universalis 350 000 documents, ce qui est pas mal, ainsi que 35 000 médias. Les médias, ça peut être des schémas, des photos, donc des images, des vidéos, du son. Vous constatez que si on compare 350 000 et 35 000, tous les articles ne sont pas forcément illustrés. Dans Wikipédia, vous avez 30 millions d'articles environ en tout, dont 2 millions rien qu'en français. Voilà, donc si on compare uniquement les documents en français, vous avez 2 millions pour Wikipédia et 350 000 pour Universalis. Et j'ai pris le site, qui est plus conséquent que les livres que j'ai au CDI. Donc, c'est pas énorme ce qu'il y a dans Universalis finalement. Donc là, lequel valide le plus, ça va être Wikipédia. Wikipédia, clairement, est beaucoup plus complet, au niveau de la quantité en tout cas, est beaucoup plus complet qu'Universalis. La diffusion. La diffusion, c'est, je vous pose la question, est-ce que je vous lâche n'importe où sur la planète? Est-ce que vous allez accéder plus rapidement à Universalis ou à Wikipédia? Universalis, il faut savoir que c'est 17 éditions papier entre 1968 et 2012, soit quelques milliers de ventes par an. Pourquoi seulement quelques milliers et pas quelques millions? Parce qu'en fait, si on achète tous les volumes, plus les mises à jour, plus les atlas, plus tout ce qui va avec, ça coûte dans les 3 000 € si on veut vraiment tout, et ça ne s'arrête jamais en fait. Ça s'est arrêté en 2012, mais si ça avait continué, tous les ans, vous êtes obligé d'acheter une mise à jour. Ça coûte très très cher. C'est pour ça que c'est essentiellement des bibliothèques et des CDI, des médiathèques qui ont acheté ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 25 livres alignés dans une étagère comme ça pour une encyclopédie qu'on va consulter que de temps en temps. L'avantage, c'est que c'est arrivé quelques fois à Mabillon depuis que j'y travaille, des fois il y a des coupures internet ou des coupures d'électricité, dans ce cas-là, Wikipédia est inaccessible, et ça dépanne bien d'avoir Universalis avec soi, parce que c'est quand même très complet. Justement, en parlant d'Internet, pour avoir accès à Wikipédia, vous avez juste besoin d'avoir un accès à Internet. C'est très facile. Vous n'avez pas besoin d'autre matériel que le téléphone que vous avez déjà tous dans votre poche, la plupart, je pense. Où que vous soyez dans le monde, vous avez quand même des chances d'avoir accès à des téléphones, à des ordis, à des tablettes, et vous avez un peu plus d'une chance sur deux d'avoir accès à Internet, ce qui n'est pas rien. Et là, c'est un chiffre d'il y a 2 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a sûrement un petit peu plus dans le monde qui ont accès à Internet.
On va bientôt rattraper le nombre de gens qui ont accès à l'eau potable. C'est assez impressionnant. Donc là, on a aussi 280 langues. Ça veut dire que quelle que soit votre langue maternelle, il y a forcément au moins une de ces 280 langues que vous comprenez. Il n'y a pas des encyclopédies papier ou payantes qui ont été éditées dans toutes les langues comme ça. Il n'y a que Wikipédia qui fait ça. Donc là, le critère de diffusion, il est clairement validé par Wikipédia. Alors qu'Universalis, si on se contente des collections papier, n'est pas aussi accessible. Donc c'est là qu'on voit la révolution qu'a constituée Wikipédia. Wikipédia a vraiment offert la connaissance, même si elle n'a pas toujours été fiable, au plus grand nombre de personnes possible. La qualité, c'est là qu'il y a souvent le débat. Des débats parfois virulents. Un article de qualité, c'est un article dans lequel il n'y a pas d'erreur, pas de faute d'orthographe, et dont le contenu ne prête pas à débat. Universalis fait appel à des gens, des spécialistes, qui sont reconnus dans leur domaine pour rédiger ces articles. Donc normalement, si je prends la sommité, le scientifique qui a travaillé sur le vaccin, eh ben, je suis sûr que l'article sur le vaccin, il va être vrai, il va pas contenir de fautes. De plus, comme on est chez un éditeur, les articles sont relus des dizaines de fois, il y a des allers-retours entre les éditeurs, les auteurs, jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus une seule faute d'orthographe. Donc à ce niveau-là, s'il y a une faute qui passe, c'est vraiment que tout le monde l'a raté, qu'elle est passée entre les mailles du fil et ça arrive. En édition, on appelle ça une coquille, mais c'est très rare. Donc Universalis, niveau qualité des articles, c'est le top du top. Wikipédia, c'est pas les mêmes auteurs. Il peut y avoir des auteurs, des spécialistes, des professeurs d'université qui écrivent des articles sur Wikipédia. Quand j'étais en licence d'archéologie, un de mes professeurs nous a dit qu'il écrivait lui-même des articles Wikipédia et il nous renvoyait dessus. Donc là, c'est fiable. Si c'est mon prof d'université qui l'a écrit, je sais que c'est un bon article. Bon, c'est pas le cas de tous les articles, bien entendu. Il y a 100 000 contributeurs en tout sur Wikipédia, dont 20 000 rien qu'en langue française. Parmi eux, il y a forcément des gens qui écrivent des bêtises. Donc évidemment, il y a des erreurs sur Wikipédia, hein, personne n'est infaillible. Des gens normaux qui font de leur mieux, qui font des recherches pour refaire un bon article Wikipédia, des fois, ils laissent passer des erreurs. Il y a aussi les erreurs volontaires, c'est-à-dire les gens qui vont dire des choses pas très sympathiques sur un homme politique qu'ils aiment pas, par exemple, ça arrive souvent. Mais heureusement, il y a du contrôle. Déjà, dans les secondes où il y a une modif, il y a un bot, c'est-à-dire un petit programme, un petit algorithme qui va repérer qu'il y a une modif, et il y a certains mots-clés qui vont être bloqués. Comme si vous écrivez coucou, salut, ça va, wesh, et ben ça va être bloqué direct parce que le bot il aura remarqué que vous avez écrit n'importe quoi. Pareil, si vous tapez au pif sur votre clavier des trucs qui veulent rien dire, si le bot reconnaît que c'est pas des mots qui existent dans aucune langue, il va bloquer aussi. Il va vous bloquer votre IP, vous n'aurez plus le droit de continuer vos bêtises en fait. Il va vous empêcher de continuer à massacrer la page Wikipédia. Et ensuite, il y a des humains qui interviennent, parce que ces bots préviennent aussi des humains, qu'on appelle des patrouilleurs, qui sont en fait des contributeurs à qui on a donné un niveau d'administration un petit peu plus élevé, et qui vont pouvoir corriger les articles des autres, voire bloquer certains articles ou les suspendre, suspendre les commentaires, voire carrément bannir certaines adresses IP ou certains utilisateurs pour leur mauvaise utilisation de Wikipédia. Niveau qualité, c'est validé directement par Universalis, on ne se pose pas de questions, Universalis, c'est de la qualité, il n'y a pas de doute. Par contre, et ça c'est mon avis, et c'est l'avis quand même de pas mal de gens, de plus en plus de gens, Wikipédia valide aussi ce critère de qualité, parce que Wikipédia, c'est de mieux en mieux. Non seulement c'est très complet, mais en plus, c'est quand même très surveillé. Vous avez des exceptions, des fois une erreur va pouvoir rester un mois ou deux, ça arrive, mais la plupart du temps, les erreurs en moyenne sont corrigées en 2-3 minutes. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Si vous tombez sur une erreur ou une approximation dans Wikipédia, ça peut arriver, mais c'est rare. Quatrième critère, la mise à jour. Comment on met à jour un bouquin? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'éditeur qui va venir donnez-moi votre dictionnaire ou votre encyclopédie, je vais mettre un petit coup de blanco dedans pour corriger ça parce que ça a changé. On vous a jamais fait ça, c'est pas possible, on va pas mettre à jour vos bouquins. Donc pour mettre à jour un bouquin, eh ben on en fait un autre. Tous
les ans, Universalis, jusque 2012, date à laquelle il a arrêté les publications papier, jusque 2012, il y avait annuellement un livre de mise à jour. Donc, quand vous retournerez au CDI, vous verrez que vous avez des livres qui sont nommés 2001, 2002, 2003, 2004. C'est les volumes de mise à jour de ces années-là. Moi, je me suis arrêté. Le CDI a arrêté de les acheter en 2004. Ça veut dire que les nouvelles les plus récentes que vous avez dans Universalis au CDI, c'est 2004. Wikipédia, vous avez 25 000 articles, toutes langues confondues, qui sont créés chaque jour. Donc déjà, il y en a 30 millions, mais si en plus 30 millions, c'était l'année dernière quand j'ai fait ce diapo pour la première fois. 30 millions plus 25 000 par jour. 10 millions de modifications par mois, c'est pas mal. Ça veut dire que parmi les articles déjà existants, même quand c'est créé, ça continue de vivre, ça continue à évoluer, à se mettre à jour, à s'améliorer. Et donc, il y en a 10 millions de modifs par mois. Pareil, toutes langues confondues. Alors, modif, ça peut être changer une virgule, corriger une petite faute de frappe, ou ça peut être carrément rajouter plein de textes, plein d'images. Hein. C'est pas forcément... voilà, c'est une modification, elle peut être grosse ou petite. Donc là, clairement, niveau mise à jour, il n'y a pas de photo, il n'y a pas débat, c'est Wikipédia qui gagne. L'objectivité, c'est un des buts des encyclopédies, c'est aussi une chose qu'on a reproché à Diderot, on lui a dit, toi, t'es pas assez objectif, en plus, t'as critiqué la religion, hop, censure. Bon. Universalis a trouvé une façon de bloquer le débat et d'être objectif par chaos en utilisant des auteurs respectés. Donc déjà, il n'y a pas besoin de débattre, l'auteur, il a raison. Et en plus, de toute façon, c'est pas possible de commenter. Donc il n'y a pas de débat. Bon, c'est bien, hein. Universalis, c'est très bien. Mais Wikipédia a pris un risque qui finalement est payant parce que ça suscite le débat. Wikipédia, il part du principe que la démocratie, c'est autoriser le débat, autoriser la discussion. Et que la vraie objectivité, c'est pas le débat qu'on a interdit, c'est le débat au contraire qu'on a ouvert. Donc l'ouverture aux commentaires, ça crée forcément des disputes, des polémiques, mais les articles sont rapidement suspendus déjà. Hein. Essayez d'aller modifier la page du coronavirus, on va voir si on vous laisse passer vos modifs comme ça. Il y a certains articles où carrément vous ne pouvez pas modifier. Vous allez sur des pages de personnalités politiques. En général, pendant les élections, comme il y a eu au municipal récemment, vous voyez que vous pouvez carrément pas du tout modifier la page. Que direct, votre modif, elle est refusée, ou alors qu'il faut être un utilisateur enregistré. Enfin, il y a des restrictions. Vous ne pouvez pas modifier comme ça. Donc niveau objectivité, chacune de ces deux encyclopédies fait du mieux qu'elle peut. Universalis, en interdisant tout débat, tout commentaire, part du principe que de toute façon, ce que j'ai marqué, c'est bon, vous n'avez pas à discuter. Wikipédia ouvre le débat, ce que j'ai marqué, c'est peut-être faux, vous pouvez changer si vous pensez que c'est mieux, mais s'il y a de l'abus, on arrête tout. Donc là, ex aequo. Pour conclure, faire un petit bilan donc sur ces 5 critères, la somme des connaissances, elle est plus importante sur Wikipédia. 2 millions d'articles en français contre 350 000 sur Universalis, il n'y a pas photo. La diffusion, Wikipédia est aussi beaucoup plus facile à diffuser, à trouver où vous soyez sur la planète que Universalis. En plus, même Universalis, le site, je veux dire, vous pouvez aller sur le site, mais vous n'avez accès qu'à des débuts d'articles ou à des tout petits articles si vous ne payez pas. Il faut payer. La qualité. Donc la qualité, c'est un critère qui, à mon avis, est respecté par les deux. C'est pas le même type de qualité. Hein. Universalis, c'est une qualité qui est assez fixe, assez classique. Je suis un spécialiste, j'écris un bouquin sur un sujet, et voilà. Wikipédia, c'est, on va dire, la qualité qui est due au grand nombre de personnes qui fréquentent le site et qui vérifient en permanence. Les mises à jour. Wikipédia est clairement beaucoup plus souvent mise à jour qu'Universalis. Même si je prends Universalis le site, il ne va pas être mis à jour plusieurs fois par seconde comme les Wikipédia. Et l'objectivité, c'est aussi un des critères très importants pour une encyclopédie. L'objectivité, pour moi, est respectée par les deux. Pas de la même façon, mais au final, on a quand même affaire à deux encyclopédies qui sont objectives. Voilà, pour conclure, qu'est-ce qui fait une bonne encyclopédie? Qu'elle rassemble toute la connaissance du monde, ou au moins le plus possible, qu'elle puisse être diffusée au plus grand nombre, qu'elle soit de qualité, bien sûr, hein. Il ne s'agit pas d'accumuler des choses et de les diffuser s'il y a des erreurs, qu'elle soit mise à jour régulièrement, parce que
quelque chose qui est vrai aujourd'hui sera peut-être plus vrai demain, donc c'est bien, c'est important d'avoir des mises à jour régulières, et qu'elles soient objectives. Ça va avec la qualité, hein, l'objectivité. L'objectivité, c'est dire ce qu'on sait, les faits. Voilà. Je prends un objet, voilà, c'est une gourde noire de la marque Quechua qui a une contenance de 0,6 litres. Ça, c'est objectif, j'ai décrit un objet. Par contre, si je veux juger, si je veux pas être objectif, je vais dire que j'aime pas le noir, je préfère le rose à paillettes. Quechua, c'est une marque de merde. Et puis, en plus, 0,6 litres, c'est trop gros, ça tient pas dans la poche de mon sac. Voilà, là, je suis pas objectif. Pour terminer ce diaporama, je vous invite à cliquer sur ce lien ou à cliquer sur le lien que j'ai mis dans École Directe, c'est pareil. C'est un site qui s'appelle Listen to Wikipedia et ça veut dire écouter Wikipédia. Et c'est assez fun parce qu'en fait, vous voyez les mises à jour de Wikipédia en direct, vous voyez quelle quantité d'infos a été modifiée, vous voyez le titre de l'article, vous voyez qui l'a modifié, dans quel pays, dans quelle langue. Et à chaque fois, ça vous fait un petit cercle sur l'écran avec une petite note de musique. Donc si vous cochez tout, essayez, ça fait une petite musique sympathique. Je termine sur mes sources. J'ai utilisé pas mal de documents pour mes recherches. J'ai utilisé aussi des livres, mais je vous les ai pas mis là parce que vous les avez pas forcément à la maison. Les sites, c'est plus facile. Donc voici quelques sites que j'ai utilisés pour créer ce cours. Comme pour tous mes cours, vous êtes sûrement au courant, les profs, quand ils préparent leurs cours, ils font un peu de recherche, même beaucoup. Ça me prend plus de temps à faire des recherches qu'à préparer vraiment le diaporama. Donc voilà, ça c'est des sites que j'ai lus, qui m'ont beaucoup intéressé et que je pense qu'ils méritent que vous les découvriez aussi. Donc si vous avez le temps, hein, en confinement, on va finir par vite s'ennuyer. Donc voilà, si vous avez le temps, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus de choses sur l'histoire des encyclopédies, je vous invite à visiter ces liens. Je vous les mettrai aussi, bien sûr, sur École Directe. Si ça a été trop vite, faut pas hésiter à regarder à nouveau la vidéo, à mettre sur pause, à prendre votre temps pour compléter le cours. Je vous demanderai de me le déposer pour la première fois une fois que vous l'aurez correctement complété. Vous avez 2 semaines pour faire ça. Vous êtes large. Et j'espère qu'on se retrouvera en live, en vrai, en chair et en os, le plus tôt possible. Voilà. Je vous souhaite un bon travail et une bonne fin de journée. Au revoir.